J'ai toujours cru que la vie suivait cours prévisible, que notre existence était régie par des règles logiques et tangibles. J'avais grandi dans une famille catholique, baigné dans la prière et l'espérance, persuadé que la foi suffisait à me guider sur le chemin de la lumière. Mais je me trompais. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris que la réalité était infiniment plus vaste, plus complexe et parfois plus terrifiante que tout ce que l'on pouvait imaginer. Il m'a fallu 2 visions pour prendre conscience. 2 expériences gravées moi à jamais, qui ont bouleversé toutes mes certitudes et m'ont projeté au cœur d'une bataille invisible, une guerre que peu de gens perçoivent mais qui se joue chaque jour, partout, dans les lieux les plus inattendus. J'avais 15 ans lorsque cela m'est arrivé pour la première fois. Ce soir-là, je m'étais allongé dans mon lit comme à mon habitude. Le silence de la nuit m'enveloppait, mon souffle était calme, mes pensées flottaient entre la veille et le sommeil. Puis, tout a basculé. La pièce autour de moi s'est dissoute dans l'obscurité. Instant plus tard, je me trouvais ailleurs. Hôpital. Couloir long et désert, baigné dans une lumière blafarde et glaciale, presque irréelle. Les murs étaient nus, ternes, dénués de toute vie. L'air portait silence pesant, silence qui résonnait comme une attente de la mort. J'ai avancé lentement, mon cœur battant contre ma poitrine. Puis je les ai vus, des patients, allongés dans des lits, le corps affaibli, le visage marqué par la souffrance. Ce qui m'a terrifié, ce n'était pas leur état, mais l'absence totale d'espoir dans leurs yeux. Aucune prière, aucun murmure d'espérance. Seulement silence pesant, une résignation douloureuse, une attente froide et impassible du dénouement inéluctable. J'ai voulu parler, briser cette chape de désespoir. Mais aucun son ne sortait de ma bouche. Une angoisse sourde m'a envahi, poids lourd sur ma poitrine, une douleur qui ne m'appartenait pas, mais qui était celle de tous ces gens. Puis, tout a disparu. Je me suis réveillé sursaut, le cœur affolé, le souffle court, la sueur perlant sur mon front. Je n'étais plus la même. Cette nuit-là, quelque chose en moi avait changé. J'avais entrevu une vérité que je ne comprenais pas encore entièrement, mais qui s'imposait à moi avec une force inébranlable. Je devais être là, dans ces lieux où la vie et la mort se croisent, où l'espoir vacille au bord du gouffre. Je devais devenir médecin, non pas simplement pour soigner, mais pour ramener la lumière là où elle semblait s'être éteinte. Les années ont passé. J'ai poursuivi mon objectif avec ferveur, convaincu que ma vocation était d'apporter du réconfort et de la guérison. Mais ce que je ne savais pas, c'est que mon chemin était loin d'être terminé. Une autre vision m'attendait. Une vision qui allait bouleverser tout ce que je croyais savoir, me confrontant à une réalité encore plus troublante. C'était soir d'hiver, alors que j'étudiais la médecine depuis plusieurs années déjà. Je me souviens encore du moment où tout a basculé. Battement de paupières, et je n'étais plus là. Je portais une blouse blanche, mes mains effectuaient geste précis sur corps allongé devant moi. J'étais pleine intervention. Le bip des moniteurs résonnait dans l'air, le souffle du patient était faible mais régulier. Tout semblait normal, jusqu'à ce que je lève les yeux. Elles étaient là, des ombres, silencieuses, invisibles aux yeux des autres. Elles n'avaient pas de forme humaine, pas de visage, pas de corps tangible. Mais elles étaient présentes, tapies dans les coins sombres de la salle, observant, attendant. Frisson d'effroi parcourut mon échine. Je voulais crier, avertir, mais ma voix était éteinte, prisonnière mutisme oppressant. L'air lui-même semblait plus dense, plus lourd, comme si une force invisible cherchait à m'écraser. Puis, une lumière soudaine, chaude, éclatante, qui a déchiré les ténèbres et fait disparaître les présences. À cet instant, j'ai compris. La médecine n'était pas seulement une question de science. Les scalpels et les médicaments n'étaient pas suffisants pour guérir. Quelque chose de plus grand était à l'œuvre. Une bataille invisible qui se livrait sous nos yeux sans que la plupart des gens ne s'y rendent compte. Cette nuit-là, mon destin a pris nouveau tournant. Je savais désormais que mon rôle dépassait la simple vocation médicale. J'étais entré dans combat dont on peut soupçonner l'existence. Et ce n'était que le début. Tu veux apparaître dans le prochain épisode et recevoir message spécial? Écris ton prénom et ta ville dans les commentaires. Nous allons lire ton nom et t'envoyer message dans la prochaine vidéo. Imagine entendre ton prénom devant des milliers de personnes. C'est ton moment, ne le rate pas. Et si tu fais partie de cette communauté, si tu crois et aimes ces révélations et veux continuer ce voyage avec nous, abonne-toi et laisse like sur cette vidéo. C'est grâce à vous que nous pouvons partager ces vérités et éclairer encore plus d'âmes. Écris ton prénom et ta ville ci-dessous et rejoins cette mission. Les jours qui ont suivi cette seconde vision, j'ai tenté de reprendre une vie normale. Mais comment le pouvais-je?
Ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, ne pouvait être ignoré. Chaque fois que je fermais les yeux, ces silhouettes obscures réapparaissaient dans mon esprit, immobiles, silencieuses, observatrices. J'étais désormais certaine d'une chose. Les hôpitaux n'étaient pas simplement des lieux de soins. Ils étaient des champs de bataille. Des espaces où la vie et la mort se côtoyaient d'une manière bien plus profonde que ce que la médecine pouvait expliquer. Je me suis accroché à mes études, convaincu que mon rôle était d'aider. Mais une part de moi savait qu'un jour, ces présences reviendraient. Et elles l'ont fait. C'était une nuit comme les autres, ou du moins, c'est ce que je croyais. Mon service de garde venait de commencer à l'hôpital Saint-Antoine, à Paris. Les couloirs étaient silencieux, éclairés par ces néons blafards qui donnaient à tout un air irréel. L'unité de soins intensifs où je travaillais était un endroit particulier. Ici, le temps semblait suspendu, oscillant entre l'espoir et la fatalité. Je marchais dans le couloir, mon dossier serré entre les mains, lorsque cette sensation est revenue. Ce poids sur ma poitrine, comme si l'air était plus dense. Je suis entré dans une chambre où un patient, un homme d'une 60aine d'années, était dans le coma depuis des semaines. Son pronostic était incertain. J'ai posé mon regard sur lui et quelque chose m'a glacé. Ses paupières, closes depuis des jours, frémissaient. Mais ce n'était pas un simple mouvement inconscient. Son visage était crispé, son expression figée dans un masque de terreur silencieuse. Comme si, derrière ses paupières fermées, il était en train de lutter contre quelque chose d'invisible. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai voulu me convaincre que ce n'était qu'une illusion, un simple spasme nerveux. Mais alors que je m'approchais, un mouvement dans mon champ de vision a attiré mon attention. Une silhouette, noire, immobile, debout à côté du lit du patient. Mon souffle s'est coupé. Mon cœur s'est emballé. Je me suis tourné brusquement, mais il n'y avait rien. Juste l'air vide et froid de la chambre. Mon esprit rationnel a voulu balayer l'événement, me persuader qu'il s'agissait du jeu d'ombre, de la fatigue accumulée par les gardes nocturnes. Mais mon cœur, lui, savait. Je suis resté un moment, observant le patient, sentant ce malaise grandir et moi. L'air était lourd, oppressant. Puis, lentement, j'ai reculé et quitté la chambre. Mais cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Quelque chose était là, caché dans les coins sombres des hôpitaux. Quelque chose qui n'attendait qu'un moment de faiblesse pour frapper. Et j'avais à peine effleuré la surface de cette réalité. Les jours suivants, j'ai tenté de rationaliser ce que j'avais vécu. Peut-être étais-je simplement épuisé. Peut-être mon imagination me jouait elle des tours. Après tout, la science expliquait tant de phénomènes que nous pensions surnaturels autrefois. Mais au fond de moi, je savais. Ce n'était pas mon esprit qui me trompait. Ce n'était pas un simple jeu d'ombre. Il y avait quelque chose dans ces hôpitaux. Quelque chose qui se mouvait silence, quelque chose qui attendait dans l'ombre. Et j'allais avoir la preuve. Quelques semaines plus tard, j'ai été affecté à service d'urgence pour compléter ma formation. Là où tout allait vite, où la douleur et la panique remplissaient chaque recoin. C'était endroit bruyant, toujours mouvement, contraste frappant avec le silence oppressant des soins intensifs. Mais même ici, je l'ai senti. Ce soir-là, une ambulance est arrivée et me trompe. Les infirmiers ont ouvert les portes arrière et ont sorti brancard sur lequel une petite fille était allongée. Une enfant d'UMNA 9 mois. Noyade accidentelle. Elle avait été retrouvée inanimée dans une piscine. Les secouristes avaient réussi à réanimer son cœur, mais son corps était détresse. Nous l'avons immédiatement prise et charge. L'adrénaline a pris le dessus. Chaque seconde comptait. Nous avons tout tenté. Médicaments, oxygène, monitoring constant. Mais son état ne faisait qu'empirer. Minute après minute, c'était comme si quelque chose l'empêchait de s'accrocher à la vie. Puis une infirmière s'est approchée de moi et a murmuré à mon oreille. Regardez son visage, docteur. J'ai levé les yeux vers la petite, et mon sang s'est glacé. Ses traits étaient figés dans une expression de terreur pure. Ses paupières closes, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si elle voulait crier, mais qu'aucun son ne sortait. Frisson a parcouru mon échine. Ce n'était pas normal. Aucune réaction physiologique ne pouvait expliquer cette expression. Aucun réflexe musculaire, aucune décharge nerveuse. C'était autre chose. Puis les moniteurs se sont emballés. Son cœur ralentissait. Ses constantes s'effondraient. Les infirmiers ont redoublé d'efforts. Les chocs électriques, l'adrénaline, tout ce que nous pouvions faire, mais rien ne fonctionnait. Et alors que tout le monde s'activait autour du brancard, mes yeux ont été attirés par coin sombre de la pièce. Une ombre, une présence, là, à côté de l'enfant.
Immobile, je ne pouvais pas détourner le regard. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que ce n'était pas une illusion. Je savais que cette chose était là. Sans réfléchir, sans même comprendre pourquoi, j'ai commencé à prier, silencieusement, dans mon cœur. Seigneur, aidez-la. J'ai invoqué le nom de Jésus, encore et encore, dans murmure que personne ne pouvait entendre, mais que je sentais résonner au plus profond de moi. Et alors, tout a changé. Le moniteur a bipé. Battement. Puis autre. Puis encore autre. Lentement, son cœur est reparti. Le poids oppressant dans la pièce s'est dissipé. L'ombre avait disparu. Les infirmiers ont continué leur travail sans comprendre ce qui venait de se passer. Pour eux, c'était peut-être retournement médical miraculeux. Même moi, je savais. Ce n'était pas combat médical. C'était une bataille bien plus profonde. Et ce n'était que le début. Les jours suivants, la petite fille a commencé à se stabiliser. Son souffle était plus régulier. Apo avait retrouvé peu de chaleur. Pourtant, quelque chose continuait à me hanter. Ce que j'avais vu cette nuit-là, cette présence, n'avait pas disparu de mon esprit. Mais ce n'était pas tout. Il y avait autre chose. Le lendemain matin, alors que je faisais ma tournée des patients, une infirmière m'a appelé, visiblement troublée. « Docteur, il y a quelque chose d'étrange. » Elle hésita, cherchant ses mots. « C'est au sujet de la petite. » Je me suis immédiatement dirigé vers la chambre de l'enfant. La lumière du matin filtrait à travers les stores, donnant une atmosphère paisible à la pièce. Pourtant, m'approchant, j'ai senti ce même frisson me parcourir l'échine. L'enfant dormait paisiblement, mais son poignet portait une marque, une empreinte sombre, presque invisible à première vue, mais qui semblait ancrée sous la peau. Je me suis penché, mon cœur battant à tout rompre. J'ai frôlé cette marque du bout des doigts. La peau était légèrement plus chaude que le reste de son corps. C'était comme une brûlure qui n'avait aucune explication rationnelle. Je me suis redressé, cherchant des réponses dans mon esprit. Mais avant que je ne puisse formuler la moindre hypothèse, la porte s'est ouverte lentement. Une femme est entrée. Son regard sombre se posait immédiatement sur moi. C'était la grand-mère de la petite. Elle portait des vêtements simples. Son visage était marqué par l'âge, mais il y avait quelque chose dans son regard qui m'a mise mal à l'aise. Elle ne semblait ni inquiète, ni soulagée. Elle me fixait, impassible. Puis elle a avancé vers le lit, sans mot. J'ai voulu parler, mais étrange silence s'était installé dans la pièce. Elle a tendu la main et a pris doucement le poignet de l'enfant entre ses doigts. Puis elle a levé les yeux vers moi. Vous voyez, n'est-ce pas? Ma gorge s'est serrée. Je n'ai rien répondu, parce qu'au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Tu veux recevoir une salutation spéciale dans le prochain épisode? Écris ton prénom et ta ville dans les commentaires. Nous lirons ton nom et t'enverrons un message dans la prochaine vidéo. Imagine entendre ton prénom devant des milliers de personnes. C'est ton moment, ne le rate pas. Et si tu fais partie de cette communauté, si tu ressens que ces histoires doivent être entendues, laisse like et écris ton prénom et ta ville ci-dessous. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à partager ces révélations. Écris ton prénom et ta ville et commentaire et rejoins cette mission. Je suis resté immobile, le regard figé sur la grand-mère qui tenait toujours le poignet de l'enfant. Ses yeux ne clignaient presque pas, perçant les miens avec une intensité troublante. Vous voyez, n'est-ce pas? Ces mots résonnaient dans mon esprit comme une accusation silencieuse. Je voulais lui répondre, lui dire que je ne comprenais pas, mais ce serait un mensonge, parce que je voyais, et je sentais, cette marque sur le poignet de la petite fille. Ce n'était pas simple bleu, ce n'était pas signe de la maladie. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus profond. L'infirmière à mes côtés semblait ne rien remarquer d'étrange. Pour elle, cette femme était une simple grand-mère inquiète, venue veiller sur son enfant. Mais moi, je sentais que son regard me transperçait, comme si elle cherchait à lire en moi une vérité cachée. Alors, avec une douceur feinte, je lui ai dit, « Madame, la petite doit se reposer. Il vaudrait mieux la laisser tranquille un moment. » Elle n'a pas bougé. Puis, lentement, son regard s'est détaché de moi et elle a relâché le poignet de l'enfant. Dans geste mesuré, elle a replié mouchoir jaune qu'elle tenait dans l'autre main et l'a glissé dans son sac. Avant de quitter la chambre, elle m'a adressé dernier regard. Sourire imperceptible. Puis elle a murmuré. Elle n'est pas encore hors de danger. Et elle est partie. Je suis resté quelques secondes sans bouger, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. Puis j'ai baissé les yeux vers la petite fille. Elle dormait toujours. Son souffle était régulier. Pourtant,
Quelque chose n'allait pas. Je me suis approché et j'ai posé ma main sur son front. Ma peau était froide, trop froide. Frisson a parcouru mon échine. Je ne savais pas comment l'expliquer. Mais au fond de moi, je sentais que cette femme n'était pas venue simplement pour veiller sur la petite fille. Elle était venue pour quelque chose d'autre. Et cette chose n'avait rien de naturel. Pendant toute la journée, je n'ai cessé de repenser à cette femme, à son regard perçant, à ses paroles énigmatiques. Elle n'est pas encore hors de danger. Je savais qu'elle ne parlait pas du danger physique. Elle parlait d'autre chose. Du combat que peu de gens perçoivent. Quelques heures plus tard, alors que la nuit était tombée sur l'hôpital, je suis retourné voir la petite fille. La chambre était plongée dans une semi-obscurité. Seuls les moniteurs brisaient le silence, émettant leur bip régulier. Je me suis approché lentement. Elle dormait toujours. Mais quelque chose m'a frappé. Son visage était différent. Son expression n'avait plus rien de paisible. Ses sourcils étaient froncés, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si elle voulait parler, ou comme si elle se débattait. Mon cœur s'est serré. J'ai regardé son poignet. La marque était toujours là, sombre, persistante. J'ai posé ma main sur la sienne, et au moment où mes doigts ont effleuré la peau, une sensation glaciale m'a parcouru. J'ai senti poids invisible, frisson, comme si quelque chose ou quelque était là. Je me suis raidi. Puis, sans réfléchir, j'ai murmuré une prière silencieuse, une prière que personne n'entendait, mais que je savais être entendue ailleurs. Et alors, la petite fille a bougé. Son corps s'est détendu, son souffle s'est stabilisé, et cette sensation oppressante s'est évaporée. Je suis resté là un moment, la main toujours posée sur la sienne. Puis, j'ai compris. Il y avait une bataille que la médecine seule ne pouvait pas mener. Et cette bataille, elle ne faisait que commencer. Fait partie de notre communauté. Nous ne gagnons rien partageant ces histoires. Nous faisons cela par passion, pour éveiller les consciences, pour apporter de la lumière là où il y a de l'ombre. Si tu crois que ces vérités doivent être entendues, soutiens-nous et t'abonnant à la chaîne et laissant like sur cette vidéo. C'est petit geste, mais qui nous aide énormément à continuer. Abonne-toi dès maintenant et rejoins notre communauté. Les jours ont passé, et pourtant, je n'arrivais pas à oublier cette nuit. L'ombre dans la chambre, le poids invisible sur ma poitrine, la sensation oppressante qui s'était dissipée au moment où j'avais prié. Je savais que ce n'était pas une coïncidence. Je savais que la bataille ne faisait que commencer. Quelques semaines plus tard, appel a tout changé. Et pleine nuit, mon téléphone a sonné. De l'autre côté de la ligne, une voix tremblante, désespérée. « Docteur, s'il vous plaît, venez. » Elle était en train de partir. C'était la mère d'une amie d'enfance. Ma fille, Clara, était tombée dans le coma. Les médecins n'avaient plus d'espoir. Elle me suppliait de venir. Mon premier réflexe a été de dire non. Que pouvais-je faire que la médecine n'avait pas déjà tenté? Mais au fond de moi, une force inexplicable me poussait à y aller. Quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Quand je suis arrivé à l'hôpital, une atmosphère étrange régnait dans la chambre de Clara. L'air était lourd, silencieux. J'ai regardé son visage. La peau était livide. Ses yeux fermés semblaient scellés, comme si quelque chose l'empêchait de revenir. Puis j'ai senti une présence. J'ai regardé autour de moi. Une infirmière se tenait là, ajustant les perfusions. Mais l'observant de plus près, il y avait quelque chose d'anormal dans ses gestes. Trop lent, trop précis, comme une danse silencieuse, rituel invisible. Et alors, tout est devenu clair. Cette femme n'était pas là pour soigner. Elle était là pour autre chose. Sans hésiter, j'ai commencé à prier. Ma voix était ferme. L'air est devenu plus léger. L'infirmière s'est figée. Son regard s'est assombri. Puis, elle a reculé. Du pas, puis du autre, avant de quitter la chambre, sans mot. Et à cet instant, les yeux de Clara se sont ouverts. Elle était de retour. Je savais maintenant que tout ce que j'avais vécu jusqu'ici, les visions, les présences dans les hôpitaux, les ombres au chevet des malades, tout cela n'était pas une illusion. Il existait un combat bien plus grand que ce que la plupart des gens pouvaient imaginer. Combat invisible. Combat entre la lumière et l'obscurité. Et moi, j'avais choisi mon camp. Ne t'arrête pas ici. Ce que tu viens d'entendre n'est que le début. Autre message puissant t'attend dans la prochaine vidéo. Message qui changera ta vision des choses. Clique simplement sur la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant et continue ce voyage révélateur.
Avant de partir, laisse UM like et écris Amen dans les commentaires pour continuer à être béni et protégé. Regarde la prochaine vidéo maintenant. Découvrez une nouvelle dimension avec nos abonnements.